On a souvent cette vision de Walt Disney aux deux visages. Cette fameuse machine à rêve pour petits et grands, qui souhaite à chaque fois nous émerveiller par ses films ou ses parcs. Mais il y a aussi l'autre côté. Cette domination de Disney sur l'industrie du cinéma qui cherche le maximum de profit en rentabilisant sur la facilité. Mais à une époque, Walt Disney était ambitieux. Il cherchait à atteindre le plus grand nombre en proposant des œuvres prodigieuses, risquées, mais toujours dans cette optique de faire rêver le spectateur. Mais hélas, ça n'a pas toujours marché. Les mythes façonnent notre imaginaire. Dès l'enfance, nous nous nourrissons de ces histoires, qui deviennent le berceau d'aventures haletantes et fascinantes. Les mythes deviennent un voyage, qui défie notre vision de l'ordinaire. Le développement du film a commencé en 1996. Gareth Rousel et Kirk Wise voulaient sortir des sentiers battus, en proposant un film d'aventure et de SF inspiré de l'œuvre de Jules Verne. Un genre plutôt rare pour la firme, qui n'a été abordé que dans des films live, comme Tron, et aussi avec une adaptation de 20 milieux sous les mers, que j'adore toujours autant aujourd'hui. Le projet Atlantide prend énormément d'ampleur, et se distingue très nettement des autres productions Disney. To be honest, we've done that. Can we do something a little different? Can we kind of push Disney in a new direction? Can we push ourselves in a new direction? And, as much as we loved the animated fairy tales, there was another whole tradition of Disney movie making, these great widescreen adventure films like 20,000 Leagues Under the Sea and Swiss Family Robinson and others that were really a great part of Disney's tradition in the 50s and the 60s. And a lot of us grew up watching those films as well and really enjoyed them. And we knew that something like that had never been done in animation before. Les enjeux sont massifs. Un film d'aventure aux nombreuses influences et aux ambitions démesurées. L'idée est de se rapprocher du public et des sensations qu'on a ressenties quand on a découvert pour la première fois Star Wars ou encore Indiana Jones au cinéma. Après des années de recherche, la création de la langue atlante, plus de 350 animateurs, des inspirations majeures et fortement marquées, et un format unique pour l'animation, Atlantide devient rapidement un des films Disney les plus chers, et aussi celui qui utilise le plus d'effets numériques à sa sortie. Don, Kirk and Gary returned with the idea that they were going to make this really big movie. It was going to be the biggest action-adventure animation they'd ever done. In fact, the only action-adventure animation they'd ever done. It's part of the legacy of our great boss, Walt. I mean, that was the type of thing he set into motion. Experimentation. Never duplicating what you've done in the past. Trying out new things. Malheureusement, il n'a pas eu le succès escompté. Pour diverses raisons qui peuvent être légitimes. Mais ça n'enlève en rien son statut d'œuvre sous-estimée. Au prélude de la Première Guerre mondiale, Milo Thatch, linguiste et cartographe, cherche à lancer une expédition afin de découvrir l'Atlantide. Il est pris sous l'aile de Preston Whitmore, un ami de son grand-père, qui décide de l'aider dans son voyage. Grâce à son financement, Milo se lance dans l'aventure avec une équipe de fiévreux explorateurs. Ils embarquent dans un sous-marin et partent en quête de cette cité mystérieuse. Même si mon cœur balance pour la planète au trésor, Atlantide reste un film majeur à mes yeux. Les sentiments d'aventure et de découverte n'ont jamais été aussi enivrants. Une vraie ode à l'exploration, nous confortant d'être toujours guidés par nos passions et notre curiosité. L'inconnu effraie autant qu'il fascine. Il est aussi dangereux qu'exaltant. De l'espace jusqu'au fond marin, de nombreux explorateurs ont défié les lois de la nature pour comprendre le sens de notre existence. Atlantide rend hommage à tous ces films d'aventure qui ont suscité ces sensations.
La première chose qu'on remarque, c'est le format cinémascope, qui est très rare en animation. Pour expliquer, ça permet d'avoir une vision plus large pour mettre en avant les décors, comme dans les films de western et d'aventure d'antan. Ce format offre aux animateurs la possibilité de magnifier chaque lieu que l'équipe explore, avec ses grands plans larges aux perspectives démesurées. La direction artistique d'Atlantide est d'une richesse inouïe, remplie de détails fourmillant de vie. Chaque plan nous en met plein la vue, tant c'est bien animé et bien dessiné. Atlantide est beau. L'équipe a voulu puiser dans diverses cultures pour donner vie à cette aventure, et surtout donner une vision unique à l'Atlantide. Des grottes du Nouveau-Mexique, des temples mayas, en passant par les ethnies de l'Asie du Sud-Est. L'architecture, les paysages et les costumes deviennent un melting pot culturel, cohérent au vu de l'origine de l'Atlantide comme source du monde. La pop culture a aussi son importance, que ce soit l'hommage vibrant aux œuvres de Jules Verne, d'Indiana Jones, Star Wars ou Star Trek, comme on l'a dit, mais aussi Miyazaki et Mac Mignola, l'auteur de Hellboy. We recognized the style early on as something that would fit in with the kind of thing we were doing. So we're really drawn to Mike's work because of its very high contrast style, very bold use of black, and a kind of limited color palette. And we were drawn to that. It just felt appropriate for the movie. Les plans sont massifs, cadrés de manière précise et symétrique. Tout est fait pour rendre mieux iconique chaque visuel, chaque action et chaque personnage. Un vrai travail pictural se fait ressentir quand on voit la beauté et la grandeur de ces images, conçues comme des tableaux. Mais ce sont les couleurs et l'animation de la lumière qui m'ont vraiment frappé. Atlantide se veut plus adulte et sérieux que les autres Disney, mais il reste parsemé de couleurs vives et chaleureuses, y compris dans les passages souterrains, ce qui accroît l'envie d'exploration. La lumière ici est animée autour de contrastes et de reflets réalistes, qui apportent une vraie profondeur à l'image, comme cette scène où les reflets de l'aquarium s'animent sur le visage de Milo. Pour de la 2D, je trouve ça bluffant. Même les effets 3D n'ont pas spécialement vieilli, et tiennent encore la route. Globalement, le film est très bien rythmé et lisible dans ses scènes d'action, qui font mouche à chaque fois en termes de dynamisme et d'effets épiques. Il faut dire aussi que sans James Newton Howard, le film n'aurait été pas aussi efficace. Comme Taram avant lui, Atlantide n'intègre pas de chansons Disney, mais sa composition musicale est juste sublime et rappelle les grandes heures des films d'aventure, avec ses envolées lyriques et ses chœurs. La composition colle parfaitement et nous transporte, aussi bien dans ses scènes d'action que dans ses scènes plus calmes et poétiques. Le rythme du film n'est rien sans cette musique. En fait, je n'aurais pas grand chose à redire sur la réalisation. Atlantide est une réussite visuelle et sonore. Le seul souci, c'est qu'il va vite, beaucoup trop vite, pour le meilleur et pour le pire. Le rythme effréné nous tient en haleine. Les scènes d'action sont folles, mais ça délaisse un petit peu la narration à certains moments, notamment la caractérisation des personnages ou des explications scénaristiques qui sont parfois expédiées. Avec un ton moins Disney, le film doit garder l'attention d'un public plus jeune. Aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il manque un bon quart d'heure pour tout bien exploiter. Parce qu'Atlantide va au-delà d'une simple aventure. Atlantide est un film trop mature et trop sombre pour l'époque. C'est une des raisons principales de son échec. Il aborde des thématiques fortes autour de la connaissance et de l'exploration, reposant sur la dualité de l'être humain. Est-il en quête de savoir ou de pouvoir ? Atlantide se veut comme un film d'aventure standard, où ses nombreux rebondissements font ressentir un réel danger et de vrais enjeux. Une quête de l'impossible qui impacte les personnages, mais également le monde entier. L'efficacité de la mise en scène nous permet de suivre facilement l'histoire et de comprendre toute la complexité de l'Atlantide, de ce peuple à part, qui cherche à prospérer depuis des milliers d'années. Devant cette maturité d'écriture, beaucoup de critiques et de théoriciens ont vu dans ce film une critique du capitalisme et de la perversion de la science par l'homme, avec l'équipe qui se révèle être des mercenaires, guidés par un Rooker avide d'argent. Un mercenaire. Moi, je préfère le terme d'aventurier du capitalisme. Mais il y aurait également une critique de l'impérialisme et de la colonisation par les peuples occidentaux, qui partent conquérir des pays étrangers tout en décimant les cultures locales. Même si au départ, Kida symbolise l'union des deux peuples pour apporter une véritable cohésion entre les deux. Une cohésion qui s'installe à la fin du film, quand le secret des Atlantes est préservé aux yeux du grand public. Des thématiques riches et fortes, mais sans doute un petit peu trop radicales et claires pour un Disney.
Le film n'a pas peur de présenter des scènes assez funestes, comme cette scène d'introduction catastrophe, avec une cérémonie funéraire et la mort de plusieurs soldats. Dans un Indiana Jones, les spectateurs n'auraient pas été surpris, mais pour un classique Disney, c'est autre chose. Le ton est assez hybride, avec un humour à la fois enfantin et subtil au niveau du vocabulaire, qui je trouve fonctionne à chaque fois, mais également des passages très adultes, qui feront perdre l'attention des plus jeunes. Mais après, je dois être objectif, parce que scénaristiquement parlant, c'est assez bordélique. Ils étaient 7 en tout à l'écriture. Le film a subi de très nombreuses réécritures. Beaucoup trop long au départ, il a été raccourci, et a subi de nombreuses coupes. Ce qui donne au film un rythme très nerveux, et l'empêche de se focaliser sur certaines choses, comme la vie des Atlantes et l'origine de leur destruction. Et surtout, beaucoup de facilité et incohérence entachent un peu le tableau. Par exemple, sur la langue ou la lecture. Il est difficile de croire que les Atlantes parlent anglais, ou qu'en 10 000 ans, personne n'ait appris à lire les anciennes écritures. J'ai peut-être raté quelque chose, mais globalement, c'est un peu trop facile. D'un autre côté, je m'en moque un peu, parce que déjà ça m'a pas du tout empêché d'apprécier le film, mais surtout, pourquoi cette quête perpétuelle de la cohérence dans un film ? Je regarde pas un documentaire, mais une fiction. Je ne regarde pas une fiction pour sa véracité narrative et factuelle, mais pour sa réalisation, ses messages et ses relations de personnages. Quand je vois une Kida qui ne sait pas lire, je n'y vois pas une incohérence, mais plutôt un moyen pour montrer que l'Atlantide a besoin d'aide pour retrouver sa superbe. Quand je vois que les Atlantes parlent anglais, je n'y vois pas une facilité, mais plutôt un moyen d'interpeller le grand public, qui malheureusement ne supporterait pas de voir un Disney avec une langue étrangère. Je pense qu'il faut prendre du recul sur les incohérences supposées d'un film, selon le contexte et les nécessités narratives. Mais je conçois parfaitement que ça puisse poser problème. Moi-même j'ai tiqué en voyant ça. Ces problèmes résident en une multitude de réécritures, qui ont dû perturber l'équipe qui a essayé tant bien que mal de recoller les morceaux, pour avoir un film de 90 minutes. Tous ces problèmes narratifs auraient pu mieux fonctionner avec du temps en plus. Mais comme le temps c'est de l'argent, on l'a dans le... Mais j'aime son histoire, surtout son message qu'elle veut véhiculer, avec ces personnages que j'aime du fond du cœur. On va très vite passer sur le fait que oui, les personnages sont caricaturaux. Mais c'est pour ça qu'ils sont géniaux. Cette écriture, un brin stéréotypée, n'enlève pas du tout l'empathie qu'on a à leur égard. Ils manquent de profondeur, mais ils sont tous tellement attachants et drôles. Le casting VO comme VF joue indubitablement à cette emphase. Et moi, t'as vu, j'ai construit un pont. Qu'est-ce que ça m'a pris ? Quoi ? 10 secondes. 11 à tout péter. J'ai cette sensation qu'ils se sont tous éclatés à doubler ces personnages excentriques, mais qui font preuve d'une vraie évolution. Tout tourne autour de Milo. Ce n'est pas un jeune héros comme on a l'habitude de voir, mais ses interactions et l'empathie dont il fait preuve permettent à l'équipe de prendre conscience de la portée des événements, et permet à nous, spectateurs, de nous identifier à lui. Sa soif de connaissance et d'héritage nous touche. Sa maladresse et son manque de confiance nous fait rire, mais surtout, sa détermination nous guide. Milo n'est pas qu'un simple rat de bibliothèque, c'est un jeune homme qui voit les choses en grand, qui a de l'ambition et qui nous la partage. Milo est un vrai héros d'aventure. On ne sait pas grand-chose de ses coéquipiers et c'est normal. On est dans la tête de Milo. On découvre et on se laisse guider pour mieux nous surprendre après. Je n'ai pas besoin de tout connaître d'eux. Leur histoire, leur animation et leur dialogue me suffisent pour les apprécier. J'ai cette impression de revenir au film d'aventure des années 70-80, avec cette ribambelle de personnages bariolés, comme s'ils étaient un héritage de toutes ces inspirations, comme Helga et sa posture de femme fatale, ou encore Rourke, ce méchant unilatéral. Il y a un effet nostalgique dans tout ça, un peu cliché, mais tellement efficace. Celle qui porte tout le film, et qui est injustement sous-estimée, c'est Kida. Jamais une princesse Disney n'aura été aussi classe et aussi géniale. Je ne veux rien savoir, Kida c'est la best. Oui, mais t'as pas parlé de Mulan, de Pocahontas, d'Elsa ? Non. Kida est destinée à prendre le pouvoir et à guider son peuple. Elle entreprend tout ce qui est possible pour parvenir à son idéal, y compris en s'alliant avec des étrangers qui pourraient l'aider. Pour traduire les anciens textes, mais aussi pour comprendre les valeurs de sa culture. Sa dévotion pour sa famille et son peuple est une vraie source d'inspiration. Une personnalité profonde et complexe qui l'érige comme une des princesses Disney les plus fortes jamais créées. Finalement, tous les personnages sont entreprenants, ont un rôle majeur au sein de l'intrigue et véhiculent des idées fortes.
comme un bon film d'aventure qui se respecte, et qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui. Atlantide m'emporte dans un récit aussi épique que touchant, qui me fait très vite oublier ses problèmes. Une vraie réussite qui mérite un second regard. Surtout quand on voit son accueil qui a été mitigé. On arrive souvent à expliquer l'échec d'un film par rapport à son contexte de sortie. Aux États-Unis, il est diffusé le 15 juin 2001, soit le même jour que Tomb Raider. Ah bah le pouvoir des boobs, ça attire beaucoup plus les mecs, hein. C'est triste. Et les 2 semaines suivantes sont sortis Fast and Furious et AI Intelligence Artificielle. Ce n'était pas la meilleure période. En France, il s'en est mieux sorti, même en faisant face à la semaine d'après au premier Harry Potter. Le film a remporté presque 190 millions au box-office, pour un budget de 90 millions, ce qui est peu par rapport aux 340 millions du Bossu de Notre-Dame. Le plus important, c'est qu'à cette époque, l'animation 2D était en pleine perte de vitesse, face à la démocratisation de la 3D. Atlantide et La Planète au Trésor ont souffert de la concurrence de DreamWorks et des films Pixar. En fait, ces 2 films étaient trop ambitieux pour l'époque. Ils auraient dû sortir à une période plus propice, peut-être plus tôt. Mais Atlantide a souffert de plusieurs polémiques. Comme Le Roi Lion avec le Roi Léo, Atlantide a été rapproché d'une série japonaise, Nadia, le secret de l'eau bleue. Il y a eu des justifications apportées. Les producteurs n'auraient pas vu la série, où l'inspiration de Jules Verne est la même pour les 2 œuvres. Mais la polémique continue encore de nos jours. Je vais pas me focaliser là-dessus, mais au vu de la domination cinématographique de Disney, c'est pas rare de voir de nombreuses personnes fustiger ces films. Il y a aussi des ressemblances avec Star Trek, qui sont plus légitimes puisque un des créateurs et un des acteurs participent au film, mais également avec Stargate. Pour ma part, je ne vois pas de plagiat, mais plutôt une fusion de toutes ces références que Disney a utilisées pour proposer une aventure aussi forte et riche, telle qu'on a pu le voir. Ma nostalgie affecte sans doute mon objectivité, mais je n'arrive pas à être critique avec Atlantide. Et ce qui m'énerve encore plus, ce sont les conséquences de cet échec. Les 2 réalisateurs n'ont quasiment plus rien fait après, et le projet d'une suite, qui était beaucoup plus ambitieuse, et surtout avec une Helga en mode cyborg, a été annulé. C'est un tel gâchis! Atlantide mérite d'être remis en avant. Comme La Planète au Trésor, il mérite un remake live et d'ouvrir les portes à une nouvelle saga d'aventure. Parce que capitaliser sur des adaptations live de films ayant déjà connu du succès, ça ne fait pas avancer le cinéma, et parfois ça le fait même reculer. Atlantide est une véritable ode à l'aventure et à la curiosité. Il ne mérite pas qu'on soit aussi sévère avec lui, car il est le témoin d'une époque où Disney avait de l'ambition et prenait des risques pour viser les sommets. Le public ciblé n'était pas le bon, l'histoire souffre d'écueils, mais le voyage en vaut clairement la chandelle. Atlantide est à couper le souffle, et se doit de briller à nouveau. Et n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez.